Bienvenue sur Classique en lecture. Les caractères de Jean de la Bruyère, section 15, de quelques usages. Lu par Jean-Pierre. Il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'être nobles. Il y en a de tels que s'ils eussent obtenu 6 mois de délai de leurs créanciers, ils étaient nobles. Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles. Note. Vétérans. Note de la Bruyère. On nommait ainsi les secrétaires du roi et les conseillers de diverses cours souveraines, qui s'étaient défaits de leurs charges après 20 ans d'exercice, conservaient les honneurs et privilèges attachés à leurs offices et avaient le droit de transmettre la noblesse à leurs enfants. Fin de la note. Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers? Tel abandonne son père qui est connu et dont l'on cite le greffe ou la boutique pour se retrancher sur son aïeul qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. Il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de belles alliances et, pour être noble, il ne lui manque que des titres. Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettre de noblesse, autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu'un homme, devenu riche, originairement et noble, qu'il est d'une nécessité plus que morale qu'il le soit, qu'à la vérité son père a pu déroger, ou par la charrue, ou par la malle, note, c'est-à-dire par le commerce en détail, on appelait malle un panier dans lequel les merciers de campagne transportaient leurs marchandises. Fin de la note. Ou par les livrées, mais qu'il ne s'agit pour lui que de rentrer dans les premiers droits de ses ancêtres et de continuer les armes de sa maison, les mêmes pourtant qu'il a fabriquées et tout autre que celles de sa vaisselle d'étain. Qu'en un mot, les lettres de noblesse ne lui conviennent plus, qu'elles n'honorent que le roturier, c'est-à-dire celui qui cherche encore le secret de devenir riche. Un homme du peuple, à force d'assurer qu'il a vu un prodige, se persuade faussement qu'il a vu un prodige. Celui qui continue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune qu'il veut le faire croire aux autres. De même, le roturier qui dit par habitude qu'il tire son origine de quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il est vrai qu'il ne descend pas, a le plaisir de croire qu'il en descend. Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque des armes et dans ces armes une pièce honorable, des suppôts, un signet, une devise et peut-être le cri de guerre? Qu'est devenue la distinction des casques et des aumes? Le nom et l'usage en sont abolis. Il ne s'agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceci de temps ou de temps de grille. On n'aime pas les minuties, on passe droit aux couronnes. Cela est plus simple, on s'en croit digne, on se les adjuge. Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les empêche de se parer d'une couronne de marquis, trop satisfaits de la comtale. Quelques-uns même ne vont pas la chercher fort loin et la vont passer de leur enseigne à leur carrosse. Il suffit de n'être point né dans une ville, mais sous une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui trempe dans un marécage et qu'on appelle château, pour être cru noble sur sa parole. Un bon gentilhomme veut passer pour un seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté, et il use de tant de précautions qu'à force de beaux noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles armes et d'une généalogique d'osier, note Pierre d'Osier, 1592-1660, célèbre généalogiste, fin de la note, que d'osier ne lui a pas faite, il devient enfin un petit prince. Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de plus grands, qui de leur part, pour n'avoir rien de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques d'honneurs et de distinctions dont leurs conditions se trouvent chargées, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie. Tous,
ainsi, se réduiront par hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible inconvénient. Certaines gens portent 3 noms de peur d'en manquer. Ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de leur service ou de leur emploi. D'autres ont un seul nom 10 syllabes qu'ils anoblissent par des particules dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci, par la suppression d'une syllabe, fait de son nom obscur un nom illustre. Celui-là, par le changement d'une lettre en une autre, se travestit et de Cyrus avec un S devient Cyrus avec un C. Plusieurs suppriment leur nom qu'ils pourraient conserver sans honte pour en adopter de plus beaux, où ils n'ont qu'à perdre par la comparaison que l'on fait toujours d'eux qui les portent avec les grands hommes qui les ont portés. Il s'en trouve enfin qui, nés à l'ombre des clochers de Paris, veulent être flamands ou italiens, comme si la roture n'était pas de tout pays, allongent leur nom français d'une terminaison étrangère et croient que venir de bon lieu, c'est venir de loin. Le besoin d'argent a réconcilié la noblesse avec la roture et a fait évanouir la preuve des 4 quartiers. À combien d'enfants serait utile la loi qui déciderait que c'est le ventre qui anoblit, mais à combien d'autres serait-elle contraire? Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent au plus grand prince par une extrémité et par l'autre au simple peuple. Il n'y a rien à perdre à être noble. Franchises, immunités, exemptions, privilèges, que manque-t-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que ces solitaires, note maison religieuse, secrétaire du roi, note de la bruyère, fin de la note, se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains, c'est pour le profit qu'ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d'entrer dans les gabelles? Je ne dis pas à chacun en particulier, leurs vœux s'y opposent, je dis même à la communauté. Je le déclare nettement afin que l'on s'y prépare et que personne un jour n'en soit surpris. S'il arrive jamais que quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère que toutes les chroniques rangent au nombre des grands seigneurs de France, qui suivit Godefroy de Bouillon à la conquête de la Terre Sainte. Voilà alors de qui je descends en ligne directe. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n'est pas vertueux, et si elle n'est pas vertu, c'est peu de choses. Il y a des choses qui, ramenées à leur principe et à leur première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet que certains abbés, à qui il ne manque rien de l'ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des conditions, soient originairement et dans l'étymologie de leur nom les pères et les chefs de saints moines et d'humbles solitaires, et qu'ils en devraient être l'exemple? Quelle force, quel empire, quelle tyrannie de l'usage! Et sans parler de plus grands désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé en velours gris et à ramage, comme une éminence, ou avec des mouches et du rouge comme une femme? Les belles choses le sont moins hors de leur place. Les bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances. Ainsi, l'on n'entend point une gigue à la chapelle, ni dans un sermon des tons de théâtre. L'on ne voit point d'images profanes. Note tapisserie, note de la Bruyère, peinte de la note. Dans les temples, un Christ par exemple et le Jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consacrées à l'Église, le train et l'équipage d'un cavalier. Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu'on appelle dans le monde un beau salut? La décoration souvent profane, les places retenues et payées, des livres distribués comme au théâtre, note le motet traduit en vers français par L des étoiles, note de la Bruyère, c'est-à-dire par Lorenzani, fin de la note, les entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries étourdissantes, quelqu'un monté sur une tribune qui y parle familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple, l'amuser, jusqu'à ce qu'un orchestre, le dirais-je, et des voix qui concertent depuis longtemps,
se fasse entendre. Est-ce à moi à m'écrier que le zèle de la maison du Seigneur me consume et à tirer le voile léger qui couvre les mystères, témoins d'une telle indécence? Quoi? Parce qu'on ne danse pas encore au tété, me forcera-t-on d'appeler tout ce spectacle office d'église? L'on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinage pour obtenir d'un saint d'avoir l'esprit plus doux, l'âme plus reconnaissante, d'être plus équitable et moins malfaisant, d'être guéri de la vanité, de l'inquiétude et de la mauvaise raillerie. Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule de chrétiens, de l'un et de l'autre sexe, qui se rassemblent à certains jours dans une salle pour y applaudir à une troupe d'excommuniés qui ne le sont que par le plaisir qu'il leur donne et qui est déjà payé d'avance? Il me semble qu'il faudrait ou fermer les théâtres ou prononcer moins sévèrement sur l'état des comédiens. Il y a depuis longtemps dans le monde une manière, note, billets et obligations, note de la Bruyère, fin de la note, de faire valoir son bien qui continue d'être toujours pratiqué par d'honnêtes gens et d'être condamné par d'habiles docteurs. On a toujours vu dans la République de certaines charges qui semblent n'avoir été imaginées la première fois que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs. Les fonds ou l'argent des particuliers y coulent sans fin et sans interruption. Dirais-je qu'il n'en revient plus ou qu'il n'en revient que tard? C'est un gouffre, c'est une mer qui reçoit les eaux des fleuves et qui ne les rend pas, ou si elle les rend, c'est par des conduits secrets et souterrains sans qu'il y paraisse, ou qu'elle en soit moins grosse et moins enflée. Ce n'est qu'après en avoir joui longtemps et lorsqu'elle ne peut plus les retenir. Le fonds perdu, note, le fonds perdu est une somme d'argent dont on abandonne le capital, moyennant une rente viagère, fin de la note. Autrefois si sûr, si religieux et si inviolable, est devenu avec le temps et par les soins de ceux qui en étaient chargés, un bien perdu. Quel autre secret de doubler mes revenus et de thésauriser? Entrerai-je dans le 8e denier? Note, c'est-à-dire dans la ferme du 8e denier, fin de la note, ou dans les aides? Note. Les aides étaient des impôts indirects qui portaient surtout sur les boissons, fin de la note. Serais-je avare, partisan ou administrateur? Vous avez une pièce d'argent ou même une pièce d'or, ce n'est pas assez, c'est le nombre qui opère. Faites-en, si vous pouvez, un amas considérable et qui s'élève en pyramide, et je me charge du reste. Vous n'avez ni naissance, ni esprit, ni talent, ni expérience, qu'importe. Ne diminuez rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre maître, si vous en avez. Il sera même fort éminent si avec votre métal, qui de jour à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu'il se découvre devant vous. Oronte plaide depuis 10 ans entiers en règlement de juge pour une affaire juste, capitale, et où il y va de toute sa fortune. Elle saura peut-être dans 5 années quels seront ses juges et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. L'on applaudit à la coutume qui s'est introduite dans les tribunaux d'interrompre les avocats au milieu de leur action, de les empêcher d'être éloquents et d'avoir de l'esprit, de les ramener aux faits et aux preuves toutes sèches qui établissent leur cause et le droit de leur parti. Et cette pratique si sévère qui laisse aux orateurs le regret de n'avoir pas prononcé les plus beaux de leurs discours, qui bannit l'éloquence du seul endroit où elle est en sa place, et qui va faire du Parlement une muette juridiction, on l'autorise par une raison solide et sans réplique, qui est celle de l'expédition. Il est seulement à désirer qu'elle fût moins oubliée en toute autre rencontre, qu'elle réglât au contraire les bureaux comme les audiences, et qu'on cherchât une fin aux écritures, note procès par écrit, note de la Bruyère, fin de la note, comme on a fait au plaidoyer. Le devoir des juges est de rendre la justice, leur métier de la différer. Quelques-uns savent leur devoir,
et font leur métier. Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur, car ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice. Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l'autorité, les droits de l'amitié et de l'alliance nuisent à une bonne cause, et qu'une trop grande affectation de passer pour incorruptible expose à être injuste. Il s'en faut peu que la religion et la justice n'aillent de pair dans la République, et que la magistrature ne consacre les hommes comme la prêtrise. L'homme de robe ne saurait guère danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement, et il est étrange qu'il ait fallu une loi pour régler son extérieur et le contraindre à être grave et plus respecté. Il n'y a aucun métier qui n'ait son apprentissage, et en montant des moindres conditions jusqu'aux plus grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique et d'exercice qui prépare aux emplois où les fautes sont sans conséquence et mènent au contraire à la perfection. La guerre même, qui ne semble n'être et durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes. On ne se massacre pas par peloton et par troupes aux vaines campagnes sans l'avoir appris, et l'on s'y tue méthodiquement. Il y a l'école de la guerre, où est l'école du magistrat. Il y a un usage, des lois, des coutumes, où est le temps et le temps assez long que l'on emploie à les digérer et à s'en instruire. L'essai et l'apprentissage d'un jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre et dont la consignation a fait un juge est de décider souverainement des vices et des fortunes des hommes. La principale partie de l'orateur, c'est la probité. Sans elle, il dégénère en déclamateur. Il déguise ou il exagère les faits. Il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux pour qui il parle, et il est de la classe de ces avocats dont le proverbe dit qu'ils sont payés pour dire des injures. Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit lui est acquis. Mais je l'attends à cette petite formalité, s'il l'oublie, il n'y revient plus, et conséquemment, il perd sa somme où il est incontestablement déchu de son droit. Or, il oubliera cette formalité. Voilà ce que j'appelle une conscience de praticien. Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de raison, de sagesse et d'équité, ce serait précisément la contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond. La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible et sauver un coupable qui est né robuste. Un coupable puni est un exemple pour la canaille, un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Je dirais presque de moi, je ne serai pas voleur ou meurtrier. Je ne serai pas un jour puni comme tel, c'est parler bien hardiment. Une condition lamentable est celle d'un homme innocent à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime. Celle même de son juge peut-elle l'être davantage? Si l'on me racontait qu'il s'est trouvé autrefois un prévôt ou l'un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les exterminer, qui les connaissaient tous depuis longtemps de nom et de visage, savait leur vol, j'entends l'espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes ses profondeurs et était si initié dans tous ces affreux mystères qu'il sut rendre à un homme de crédit un bijou qu'on lui avait pris dans la foule au sortir d'une assemblée et dont il était sur le point de faire de l'éclat, que le Parlement intervint dans cette affaire et fit le procès à cet officier, je regarderais cet événement comme l'une de ces choses dont l'histoire se charge et à qui le temps ôte la croyance. Comment donc pourrais-je croire qu'on doive présumer par des faits récents, connus et circonstanciés, qu'une connivence si pernicieuse dure encore,
qu'elle est même tournée en jeu et passée en coutume. Combien d'hommes qui sont forts contre les faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui refusent les petits présents et qui n'écoutent ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules peuvent corrompre. Il n'est pas absolument impossible qu'une personne qui se trouve dans une grande faveur perde un procès. Les mourants qui parlent dans leur testament peuvent s'attendre à être écoutés comme des oracles. Chacun les tire de son côté et les interprète à sa manière, je veux dire selon ses désirs ou ses intérêts. Il est vrai qu'il y a des hommes dont on peut dire que la mort fixe moins la dernière volonté qu'elle ne leur ôte avec la vie l'irrésolution et l'inquiétude. Un dépit pendant qu'ils vivent les fait tester. Ils s'apaisent et déchirent leurs minutes. La voilà en cendres. Ils n'ont pas moins de testaments dans leur cassette que d'almanachs sur leur table. Ils les comptent par les années. Un second se trouve détruit par un troisième qui est anéanti lui-même par un mieux digéré et celui-ci encore par un cinquième autographe. Mais si le moment où la malice ou l'autorité manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu'il en essuie les clauses et les conditions, car appert-il mieux des dispositions des hommes les plus inconstants que par un dernier acte signé de leurs mains et après lequel ils n'ont pas du moins eu le loisir de vouloir tout le contraire? S'il n'y avait point de testament pour régler le droit des héritiers, je ne sais si l'on aurait besoin de tribunaux pour régler les différends des hommes. Les juges seraient presque réduits à la triste fonction d'envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes? Note. Ce sont les tribunes où l'on pouvait assister aux séances du Parlement sans être vu. Fin de la note. Des chambres au parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat. Des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu à leur partage. On y voit les testamentaires qui plaident en explication d'une clause ou d'un article, les personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d'un testament fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé d'un bon conseil, d'un acte où le praticien n'a rien omis de son jargon et de ses finesses ordinaires. Il est signé du testateur et des témoins publics. Il est paraphé et c'est en cet état qu'il est cassé et déclaré nul. Titius assiste à la lecture d'un testament avec des yeux rouges et humides et le cœur serré de la perte de celui dont il espère recueillir la succession. Un article lui donne la charge, un autre, les rentes de la ville, un troisième, le rend maître d'une terre à la campagne. Il y a une clause qui, bien entendu, lui accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles. Son affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux. Le moyen de les contenir, il se voit officier. Note pourvue d'un office, fin de la note, logé aux champs et à la ville, meublé de même. Il se voit une bonne table et un carrosse. Y avait-il au monde un plus honnête homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille, il faut le lire. Il fait Maevius légataire universel et il renvoie Titius dans son faubourg, sans rente, sans titre, et le met à pied. Il essuie ses larmes, c'est à Maevius à s'affliger. La loi qui défend de tuer un homme n'embrasse-t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le feu, l'eau, les embûches, la force ouverte, tous les moyens, enfin, qui peuvent servir à l'homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner réciproquement n'a-t-elle connu que les voies directes et immédiates de donner? A-t-elle manqué de prévoir les indirectes,
A-t-elle introduit les fidéicommis, ou si même elle les tolère, avec une femme qui nous est chère et qui nous survit? Lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance et par la certitude qu'on a du bon usage qu'il saura faire de ce qu'on lui lègue? Donne-t-on à celui que l'on peut soupçonner de ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet l'on veut donner? Faut-il se parler, faut-il s'écrire? Est-il besoin de pacte ou de serment pour former cette collusion? Les hommes ne sentent-ils pas en cette rencontre ce qu'ils peuvent espérer les uns des autres? Et si, au contraire, la propriété d'un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudrait-on le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole l'argent que son maître lui envoie porter? On aurait tort. Y a-t-il de l'infamie à ne pas faire une libéralité et à conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéicommis, si par la révérence des lois on se l'approprie, il ne faut plus passer pour homme de bien. Si par le respect d'un ami mort l'on suit ses intentions, en le rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec l'opinion des hommes, cela peut être, et il ne convient pas de dire ici « la loi pêche » ni « les hommes se trompent ». J'entends dire de quelques particuliers ou de quelques compagnies, tel et tel corps se contestent l'un à l'autre la préséance. Le mortier et la pairie se disputent le pas. Il me paraît que celui des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui cède et qui, sentant son faible, juge lui-même en faveur de son concurrent. Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux. Que ne lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux. Il est impunément dans sa province tout ce qu'il lui plaît d'être. Assassin, parjure, il brûle ses voisins, et il n'a pas besoin d'asile. Il faut enfin que le prince lui-même se mêle de sa punition. Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tout mot qui devrait être barbares et inintelligibles en notre langue. Et s'il est vrai qu'il ne devrait pas être d'usage en pleine paix, où ils ne servent qu'à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-ils être entendus dans les temps de la guerre et d'une misère publique, à la vue de l'ennemi, à la veille d'un combat, pendant un siège? Où est-il parlé de la table de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je lu quelque part que Miltiade, qu'Épaminondas, qu'Agésilas ait fait une chair délicate? Je voudrais qu'on ne fît mention de la délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des généraux, qu'après n'avoir plus rien à dire sur leur sujet et s'être épuisés sur les circonstances d'une bataille gagnée et d'une ville prise. J'aimerais même qu'ils voulussent se priver de cet éloge. Hermippe est l'esclave de ce qu'il appelle ces petites commodités. Il leur sacrifie l'usage reçu, la coutume, les modes, la bienséance. Il les recherche en toutes choses. Il quitte une moindre pour une plus grande. Il ne néglige aucune de celles qui sont praticables. Il s'en fait une étude et il ne se passe aucun jour qu'il ne fasse en ce genre une découverte. Il laisse aux autres hommes le dîner et le souper. À peine en admet-il les termes. Il mange quand il a faim et les met seulement où son appétit le porte. Il voit faire son lit, quelle main assez adroite ou assez heureuse pourrait le faire dormir comme il veut dormir. Il sort rarement de chez soi. Il aime la chambre où il n'est ni oisif ni laborieux, où il n'agit point, où il tracasse et dans l'équipage d'un homme qui a pris médecine. On dépend servilement d'un serrurier et d'un menuisier selon ses besoins. Pour lui, s'il faut limer, il a une lime.
une scie s'il faut scier, et des tenailles s'il faut arracher. Imaginez s'il est possible quelques outils qu'il n'ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré que ceux mêmes dont les ouvriers se servent. Il en a de nouveaux et d'inconnus qui n'ont point de nom, production de son esprit, et dont il a presque oublié l'usage. Nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de temps et sans peine un travail fort inutile. Il faisait 10 pas pour aller de son lit dans sa garde-robe, il n'en fait plus que 9 par la manière dont il a su tourner sa chambre. Combien de pas épargnés dans le cours d'une vie! Ailleurs, l'on tourne la clé, l'on pousse contre ou l'on tire à soi, et une porte s'ouvre. Quelle fatigue! Voilà un mouvement de trop qu'il sait s'épargner. Et comment? C'est un mystère qu'il ne révèle point. Il est à la vérité un grand maître pour le ressort et pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de son appartement d'ailleurs que de la fenêtre. Il a trouvé le secret de monter et de descendre autrement que par l'escalier, et il cherche celui d'entrer et de sortir plus commodément que par la porte. Il y a déjà longtemps que l'on éprouve les médecins et que l'on s'en sert. Le théâtre et la satire ne touchent point à leur pension. Ils dotent leurs filles, placent leurs fils au Parlement et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent l'argent. Ceux qui se portent bien deviennent malades. Il leur faut des gens dont le métier soit de les assurer qu'ils ne mourront point. Tant que les hommes pourront mourir et qu'ils aimeront à vivre, le médecin sera raillé et bien payé. Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques, ou, s'il en manque, qui permettent à ceux qui les ont de guérir son malade. La témérité des charlatans et leur triste succès, qui en sont les suites, font valoir la médecine et les médecins. Si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent. Caro-Carrie débarque avec une recette qu'il appelle un prompt remède et qui quelquefois est un poison lent. C'est un bien de famille, mais amélioré en ses mains. De spécifique qu'il était contre la colique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleurésie, de l'hydropisie, de l'apoplexie, de l'épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nommez une maladie, la première qui vous viendra en l'esprit. L'hémorragie, dites-vous, il la guérit. Il ne ressuscite personne, il est vrai. Il ne rend pas la vie aux hommes, mais il les conduit nécessairement jusqu'à la décrépitude. Et ce n'est que par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour leur visite ce qu'on leur donne. Quelques-uns se contentent d'un remerciement. Caro-Carrie est si sûr de son remède et de l'effet qui en doit suivre qu'il n'hésite pas de s'en faire payer d'avance et de recevoir avant que de donner. Si le mal est incurable, tant mieux, il n'en est que plus digne de son application et de son remède. Commencez par lui livrer quelques sacs de 1000 francs, passez-lui un contrat de constitution, note, constituez-lui une rente, fin de la note, donnez-lui une de vos terres la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison. L'émulation de cet homme a peuplé le monde de noms en O et en I, noms vénérables qui imposent aux malades et aux maladies. Vos médecins Fagon, note Fagon, premier médecin du roi, fin de la note, et de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni sûrement. Ceux, au contraire, qui ont hérité de leur père la médecine pratique et à qui l'expérience est échue par succession, promettent toujours, et avec serment, qu'on guérira. Vos médecins, Fagon, note Fagon, premier médecin du roi, fin de la note, et de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni sûrement. Ceux, au contraire, qui ont hérité de leur père la médecine pratique et à qui l'expérience est échue par succession, promettent toujours, et avec serment, qu'on guérira. Qu'il est doux aux hommes de tout espérer d'une maladie mortelle et de se porter encore passablement bien à l'agonie. La mort surprend agréablement et sans s'être fait craindre. On la sent plutôt
qu'on a songé à s'y préparer et à s'y résoudre. Ô Fagon Escula, faites régner sur toute la terre le quinquina et l'émétique, conduisez à sa perfection la science des simples, qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie. Observez dans les cures avec plus de précision et de sagesse que personne n'a encore fait le climat, les temps, les symptômes et les complexions. Guérissez de la manière seule qu'il convient à chacun d'être guéri. Chassez des corps où rien ne vous est caché de leur économie les maladies les plus obscures et les plus invétérées. N'attendez pas sur celles de l'esprit, elles sont incurables. Laissez à Corine, à Lésébie, à Canidie, à Trimalchion et à Carpus la passion ou la fureur des charlatans. L'on souffre dans la République les chiromanciens et les devins, ceux qui font l'horoscope et qui tirent la figure, ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas, note prétendu mode de divination à l'aide d'un sas, tissu de crin entouré d'un cercle de bois qu'on fait tourner sur la pointe de ciseaux. Fin de la note. Ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d'eau la claire vérité. Et ces gens sont en effet de quelque usage. Ils prédisent aux hommes qu'ils feront fortune, consolent les enfants dont les pères ne meurent point. Ils trompent enfin à très vil prix ceux qui cherchent à être trompés. Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est obscure, les principes vagues, incertains et qui approchent du visionnaire. Mais il y a des faits embarrassants, affirmés par des hommes graves, qui les ont vus ou qui les ont appris de personnes qui leur ressemblent. Les admettre tous ou les nier tous paraît un égal inconvénient. Et j'ose dire qu'en cela, comme dans toutes les choses extraordinaires, et qui sortent des communes règles, il y a un parti à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts. L'on ne peut guère charger l'enfance de la connaissance de trop de langues, et il me semble que l'on devrait mettre toute son application à l'en instruire. Elles sont utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent également l'entrée ou à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l'on remet cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé et qu'on appelle la jeunesse, où l'on n'a pas la force de l'embrasser par soi, où l'on n'a pas celle d'y persévérer, et si l'on y persévère, c'est consumer à la recherche des langues le même temps qui est consacré à l'usage que l'on en doit faire. C'est borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin et qui demande des choses. C'est au moins avoir perdu les premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand fond ne se peut bien faire que lorsque tout s'imprime dans l'âme naturellement et profondément, que la mémoire est neuve, prompte et fidèle, que l'esprit et le cœur sont encore vides de passion, de soins et de désirs, et que l'on est déterminé à de longs travaux par ceux de qui l'on dépend. Je suis persuadé que le nombre d'habiles ou le grand nombre de gens superficiels vient de l'oubli de cette pratique. L'étude des textes ne peut jamais être assez recommandée. C'est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour tout genre d'érudition. Ayez les choses de la première main, puisez à la source, maniez, remaniez le texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans ses circonstances. Conciliez un auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les conclusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où je désire que vous soyez. N'empruntez leur lumière et ne suivez leur vue, où les vôtres seraient trop courtes. Leurs explications ne sont pas à vous et peuvent aisément vous échapper. Vos observations, au contraire, naissent de votre esprit et y demeurent. Vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans la consultation et dans la dispute.
Ayez le plaisir de voir que vous n'êtes arrêté dans la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent courts, si fertiles d'ailleurs, si abondants et si chargés d'une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs et qui ne font de peine ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d'étudier, que c'est la paresse des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu'à enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids des commentaires, et qu'elle a en cela agi contre soi-même et contre ses plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches et le travail qu'elle cherchait à éviter. Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d'user des aliments, la santé et le régime? Cela est douteux. Une nation entière mange les viandes après les fruits. Une autre fait tout le contraire. Quelques-uns commencent leur repas par de certains fruits et les finissent par d'autres. Est-ce raison? Est-ce usage? Qui avait mis autrefois dans l'esprit des hommes qu'on était à la guerre ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur avait insinué l'usage des armes offensives et des défensives, qui les oblige aujourd'hui de renoncer à celles-ci et, pendant qu'ils se bottent pour aller au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs exposés à tout le feu d'une contrescarpe. Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au prince et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, un Foy, un Boucicaut, qui tous emportaient l'armée et endossaient une cuirasse. Qui pourrait rendre raison de la fortune de certains mots et de la proscription de quelques autres? Ins a péri. La voyelle qui le commence, et si propre pour l'élision, n'a pu le sauver. Il a cédé à un autre monosyllabe, note, mais, fin de la note, et qui n'est au plus que son anagramme. Certes, est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force dans son déclin. La poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent en prose et qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages. Main est un mot qu'on ne devait jamais abandonner, et par la facilité qu'il y avait à le couler dans le style, et par son origine qui est française. Moult, quoique latin, était dans son temps d'un même mérite, et je ne vois pas par où beaucoup l'emporte sur lui. Quelle persécution le Car n'a-t-il pas essuyé? Et s'il n'eût trouvé de la protection parmi les gens polis, n'était-il pas banni honteusement d'une langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu'on sût quel mot lui substituer? S'il a été dans ses beaux jours le plus joli mot de la langue française, il est douloureux pour les poètes qu'il ait vieilli. Douloureux ne vient pas plus naturellement de douleur que de chaleur vient chaleureux ou chaloureux. Celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour la langue et qu'il se dise fort juste, ou chaud ne s'emploie qu'improprement. Valeur devait aussi nous conserver valeureux, haine, haineux, peine, peineux, fruit, fructueux, pitié, piteux, joie, jovial, foi, féal, court, courtois, gîte, gisant, haleine, halené, vanterie, vantard, mensonge, mensonger, coutume, coutumier, comme par, maintien, partial, pointe, pointu et pointilleux, ton, tonnant, son, sonore, frein, effréné, front, effronté, ridicule, loi, loyal, cœur, cordial, bien, bénin, mal, malicieux. Heure se plaçait où bonheur ne saurait entrer. Il a fait heureux qui est si français, et il a cessé de l'être. Si quelques poètes s'en sont servis, c'est moins par choix que par la contrainte de la mesure. Il suffit
prospère et vient d'Issir qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence pour finir qui vient de lui, pendant que cesse et cesser règne également. Vers ne fait plus verdoyer, ni fête fêtoyer, ni larmes larmoyer, ni deuil se douloir, se condouloir, ni joie s'éjouir, bien qu'il fasse toujours se réjouir, se conjouir, ainsi qu'orgueil s'enorgueillir. On a dit Jean, le corps Jean. Ce mot si facile non seulement est tombé, l'on voit même qu'il a entraîné gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de femme, qui ne s'entend plus. On dit curieux, dérivé du cure, qui est hors d'usage. Il y avait à gagner de dire si que, pour de sorte que, ou de manière que, de moi, au lieu de pour moi, ou de quant à moi. De dire je sais que c'est qu'un mal plutôt que je sais ce que c'est qu'un mal, soit par l'analogie latine, soit par l'avantage qu'il y a souvent à avoir un mot de moins à placer dans l'oraison. L'usage a préféré par conséquent à par conséquence et en conséquence à en conséquent. Façon de faire à manière de faire et manière d'agir à façon d'agir. Dans les verbes travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir à duire, faire du bruit à bruire, injurier à vilainer, piquer à poindre, faire ressouvenir à ramentevoir. Et dans les noms penser à penser, un si beau mot et dont le vers se trouvait si bien, grandes actions à prouesse, louanges à l'os, méchanceté à mauvestier, porte à huisse, navire à nef, armée à hoste, monastère à monstier, prairies à pré, tous mots qui pouvaient durer ensemble, d'une égale beauté, et rendre une langue plus abondante. L'usage, à part l'addition, la suppression, le changement ou le dérangement de quelques lettres, fait relater de fralater, prouver de preuver, profit de profit, froment de froment, profil de pourfil, provision de pourvoir, promener de pourmener et promenade de pourmenade. Le même usage fait, selon l'occasion, d'habile, d'utile, de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien changer, des genres différents. Au contraire de vil, vileux, subtil, subtileux, selon leurs terminaisons masculins ou féminins. Il a altéré des terminaisons anciennes, de sel il a fait seau, de mantel, manteau, de capelle, chapeau, de coutel, couteau, de hamel, hameau, de damoiselle, damoiseau, de jouvencelle, jouvenceau, et cela sans que l'on voie guère ce que la langue française gagne à ces différences et à ces changements. Est-ce donc faire pour le progrès d'une langue que de déférer à l'usage? Serait-il mieux de secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les équivoques, suit la racine des mots et le rapport qu'ils ont avec les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison d'ailleurs veut qu'on suive l'usage? Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l'emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et l'expression, par la clarté et la brièveté du discours, c'est une question souvent agitée, toujours indécise. On ne la terminera point en comparant, comme l'ont fait quelquefois un froid écrivain de l'autre siècle, au plus célèbre de celui-ci, ou les vers de Laurent, payés pour ne plus écrire, à ceux de Marot et de Desportes. Il faudrait, pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle et excellent ouvrage à excellent ouvrage. Par exemple, les meilleurs rondeaux de Benserade ou de voiture à celui-ci qu'une traduction nous a conservé sans nous en marquer le temps ni l'auteur. Bien à propos s'en vient au gier en France,
pour le pays de mécréants mondés. Jeanne ait besoin de compter sa vaillance, puisqu'ennemi n'oserait le regarder. Or, quand il eut tout mis en assurance, de voyager il voulut s'enharder, en paradis trouva l'eau de jouvence, dont il se sut de vieillesse sans garder, bien à propos. Puis par cette eau son corps tout décrépite, transmué fut par manière subite, en jeune gars frais, gracieux et droit. Grand dommage est que ceux-ci soient sornettes, filles connois, qui ne sont pas jeunettes, à qui cette eau de jouvence vient droit, bien à propos. Merci d'avoir écouté les caractères de Jean de la Bruyère sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.